Hé hé, les livres-bords! Bienvenue dans le podcast qui se régale de bouquins. Bienvenue chez le mangeur de livres. Alors, vous avez envie de votre dose? Votre dose de petits bouquins dont vous n'avez jamais entendu parler, peut-être? Eh bien, aujourd'hui, pour le 12e podcast, je crois, je vais revenir aux sources. Je vais vous reparler de notre ami, le plus grand, le plus beau, le plus fort, J.R.R. Tolkien. Et plus particulièrement, d'un livre qui s'appelle Les Enfants de Hurin. Alors pourquoi particulièrement ce bouquin et pourquoi reparler de Tolkien si tôt dans l'histoire du podcast? Eh bien, tout simplement parce que je l'avais jamais lu en fait, et que là je l'ai lu là. Et comme il est encore frais dans ma tête, je me suis dit que j'allais vous en parler et qu'en fait il est directement relié au Silmarillion dont on avait parlé dans le premier épisode, l'épisode inaugural de ce cher podcast de Mangeur de livres. Donc voilà, on va parler des enfants de Hurin. Alors qu'est-ce que c'est les enfants de Hurin? Alors comme je vous l'avais dit dans le premier podcast, justement en parlant du Silmarillion, euh, vous savez que il y a deux écoles tolkieniennes, celle du Seigneur des Anneaux et de Bilbo, et celle du Silmarillion. Alors c'est vrai que plus le temps passe et plus les parutions sortent, euh, plus cette barrière tend à s'effacer. Mais pendant longtemps, les lecteurs de Bilbo le Hobbit et des Seigneurs des Anneaux n'avaient aucune connaissance, même de l'existence du Silmarillion ou du livre des contes perdus ou du livre des contes inachevés ou des différents laits qui avaient été traduits, les trois grands contes, c'est-à-dire les enfants de Hurin, euh, l'histoire de Beren et Luthien et la chute de Gondolin ou Gondolin, ça dépend comment on prononce. Donc, comme je vous l'avais expliqué, Christopher Tolkien, qui était le fils de J.R.R. Tolkien, est devenu l'exécuteur testamentaire et littéraire de Tolkien. Donc c'est à lui qu'on doit justement la parution du Silmarillion parce qu'il a dû remettre en place tous les écrits de son père d'une manière chronologique, d'une manière logique. Et avec l'aide de Guy Gavriel Kay, comme je vous l'avais dit, il avait sorti le Silmarillion. Et plus tard, il avait décidé de se remettre au travail pour justement les grands contes. Il avait donc fait paraître d'abord les contes perdus, parce qu'en réalité, au tout début, quand Tolkien, très tôt, hein, euh, juste avant la Première Guerre mondiale, et même quand il est rentré de la guerre, quand il était blessé, je vous avais expliqué qu'il avait commencé à écrire justement, on va dire, la mythologie du monde des terres du milieu, et en réalité, il n'avait pas commencé tout de suite par la cosmogonie, mais plus par ses contes, les contes perdus. Et il avait commencé très tôt à écrire Les Enfants de Hurin. C'est en fait une pierre d'achoppement dans son œuvre. Alors il est revenu maintes et maintes fois durant sa carrière. Et au début c'était un lait, c'était un poème euh, écrit un peu à la manière de Beowulf. Pour ceux qui connaissent, il y avait une métrique particulière en anglais. C'était vraiment un hommage justement à ses études. Comme je vous l'ai dit, il était sémiologue, il était philologue, il était spécialiste des contes et de la mythologie nordique. Donc les enfants de Hurin, c'est certainement un hommage à Beowulf déjà et sûrement à Siegfried aussi. Donc on sait que grâce à son fils, on sait que les enfants de Hurin, ça a été une de ses premières créations de fantasy et qui a travaillé longtemps et dès le début. Donc je vous fais déjà un petit résumé du conte avant de revenir à la genèse. Donc ça se passe pendant le premier âge, à l'époque où Morgoth n'a pas encore été vaincu définitivement, à l'époque où il est retranché dans sa citadelle d'Angband, au nord des terres du milieu, sous les montagnes embrumées. Et les Noldor sont déjà revenus de l'ouest, des terres de l'ouest, de chez les Valar, et ils ont déjà commencé plusieurs fois à se battre contre lui. Mais pour l'instant, on va dire que c'est un état de siège et qu'il y a une espèce de no man's land entre les différents royaumes Noldor et la citadelle d'Angband. Alors, Hurin est le fils d'un grand guerrier qui s'appelle Turin et qui est relié
l'aristocratie humaine de l'époque et qui est alliée aux Noldor. Et à un moment donné, il y a une grande bataille qui s'appelle la bataille des larmes innombrables, où justement la plupart des princes Noldor décident finalement d'attaquer Angband et de mettre un terme au règne de Morgoth Melkor. Donc ils viennent tous et Hurin, donc comme il est allié à une des familles, des maisons des Noldor, prend le glaive et, avec ses soldats, comme il est seigneur du Dor-Lóthim, il participe à la guerre. Et ce qui au début avait l'air d'être une victoire assurée du camp des elfes et des hommes, puisqu'ils étaient des milliers et que c'était la fine fleur de toutes ces sociétés, bah, finalement se transforme en une bataille qui portera le nom, donc la bataille des larmes innombrables, puisque la plupart des elfes sont défaits, sont tués, les humains aussi, et Turin est capturé. Mais Turin est un caractère volontaire et intrépide et valeureux, et même sous la torture de Morgoth, il ne baisse pas la tête et il le défie encore. Donc Morgoth lui fait une malédiction sur lui et sa famille, parce qu'il avait laissé au village sa femme et son jeune fils, donc Hurin, et Turin, pardon, et sa fille. Donc en gros, il le laisse vivre au fin fond de ses geôles, de sa citadelle, tout en lui permettant de voir ce qui arrivera à sa descendance et à sa famille. Et il lui promet que sa malédiction emportera les siens. Donc ensuite, je vous spoile pas pour que vous ayez la fraîcheur du livre, mais on suit donc l'histoire de Hurin, de Turin, j'arrive pas à me faire, c'est Turin le père et Hurin le fils, parce que c'est les enfants de Hurin. Donc on suit l'histoire de Turin, de son jeune âge jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est une tragédie grecque en fait, hein, c'est horrible. c'est... Alors après on peut aimer Turin, j'y arrive pas, hein, c'est incroyable, à chaque fois je me trompe. On peut aimer Turin ou le détester par rapport à son caractère. Moi je sais qu'il me tape sur les nerfs et qu'en vérité j'estime qu'à chaque fois il va au-devant de sa propre perte, mais bon, Tolkien l'a créé ainsi, donc ça fait partie du conte. Et en tout cas, c'est là qu'on voit que Tolkien excelle dans ce genre de récit parce que c'est une vraie tragédie, c'est un vrai conte de l'ancien temps. Et c'est un petit bouquin, ça fait 230 pages à peu près. Et quand on y pense, c'est quasiment aussi gros que le Silmarillion, alors que dans le Silmarillion, il y est fait référence un petit peu. Mais en tout cas, c'est fantastique. En France, on l'a eu très tard, hein. Ça fait peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années qu'il a paru comme d'habitude chez Christian Bourgeois, euh, en grand format. Et justement, j'étais jamais tombé dessus en petit format. Pourtant, Dieu sait que je tourne autour de Tolkien tout souvent. Et là, il y a 2 3 jours, j'ai acheté quelques bouquins d'occasion et j'ai vu que il était en poche. Je me suis dit, bah alors, je vais le lire là en poche vite fait, je peux le trimballer partout. Et c'est vrai, je l'ai lu en moins de 24 heures, donc je vous dis, c'est quelque chose qui se mange, justement, qui se savoure ou qui se dévore, ou les deux. Donc pour en revenir maintenant à sa place dans l'œuvre de Tolkien, revenons-en au début alors. Parce que, comme je vous dis, euh, alors je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà lu, il y en a qui ont déjà lu une partie de l'œuvre de Tolkien, il y en a qui sont de l'école Seigneur des Anneaux, il y en a qui sont de l'école Silmarillion, ou peut-être que mon premier podcast a servi à quelque chose et certains d'entre vous l'ont écouté et se sont mis à lire le Silmarillion, j'en serais super content. D'ailleurs, vous pouvez mettre des commentaires, hein, vous savez, comme je le dis maintenant à chaque podcast, j'ai besoin de vous, là, ceux qui m'écoutez, il faut faire monter un peu le podcast parce que je suis dans les limbes de podcast langue. Enfin bref, revenons à nos moutons. Euh, donc ouais, euh, ce, ce, ce poème, donc, il fait partie de ce que Tolkien imaginait au début comme étant les contes perdus. Donc comme je vous l'ai dit, c'était au tout début de sa carrière littéraire, il s'est attelé d'abord à cette histoire. Bon, après, comme vous le savez, il s'est mis à écrire aussi Le Seigneur des Anneaux, il a fait des allers-retours. À l'époque, dans sa tête, le Silmarillion n'existait même pas, et même les deuxième âge et troisième âge n'existaient pas, ça s'arrêtait à ce moment-là. Et donc au début, il a écrit plus entre 2000 et 4000 vers. C'était vraiment un lait.
donc sur l'histoire de Turin. Et après, à un moment donné, il s'est arrêté, il a eu des blocages, et il passait à autre chose. En même temps, il commençait un peu à écrire aussi les poèmes de Beren et Luthien, et surtout aussi la chute de Gondolin. Donc tout ça est un peu mêlé pour lui, et souvent il s'arrêtait en plein travail pour s'atteler au Seigneur des Anneaux, surtout après quand le Seigneur des Anneaux a paru. Et là, à ce moment-là, il avait déjà commencé une ébauche du Silmarillion, qu'il avait d'ailleurs envoyé, je vous l'avais dit, à ses éditeurs. Ensuite, avec le reste de ses textes, ça n'avait pas été accepté, et donc finalement, il a fait, enfin, il avait déjà fait paraître le Hobbit, pardon, non, c'est ouais, le Hobbit, et ensuite le Seigneur des Anneaux. Donc on en est là de la création du conte. Quand dans cette lettre, justement, en fait, il explique réellement la direction qu'il veut donner à son travail. Et c'est une lettre assez célèbre que je crois est parue, je crois que ça doit être La Route perdue, parce que Christian Bourgeois, comme je vous l'avais dit dans l'autre podcast, il s'est vraiment donné pour mission de tout éditer, de ce que Tolkien a écrit, et ensuite de ce que son fils a remis en ordre, et même sur la manière dont travaillait son père. Et je crois qu'il y a un livre qui s'appelle La Route perdue, où il explique vraiment la genèse de tous ces textes. Et il y a une lettre donc datée de 51 qu'on voit souvent dans les postfaces, les préfaces de pas mal de ses ouvrages. Et c'est une lettre, je crois, qu'il a envoyée à un de ses éditeurs. Et justement, c'est là qu'il explique qu'il y a une époque où il avait dans l'idée de créer un ensemble de légendes plus ou moins reliées, allant du grandiose au cosmogonique, pardon, et au conte de fées, des romantiques. Et il espérait que ces trois contes, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'était les trois contes majeurs là, seraient accessibles à des lecteurs qui n'auraient pas eu besoin de lire, par exemple, le Silmarillion, dont il savait qu'à un moment ou un autre, il allait écrire la totalité, ou le Seigneur des Anneaux. En 51, on est 2 ou 3 ans, je crois, avant qu'il rende son manuscrit définitif. Et donc on voit bien que c'était sa première ambition, ces trois grands contes, où justement il voulait tout mêler, il voulait expliquer aussi la création de ce monde fantastique, mais il ne savait pas par quel bout le prendre en réalité. Donc on a le témoignage de Tolkien qui nous explique que quand même là on est en 1951, et comme je vous l'ai dit, je crois que c'est en 1917 qu'il a commencé la rédaction de ses contes. Donc on voit que ça a pris plus de temps que la rédaction du Seigneur des Anneaux par exemple, ou de Bilbo. Pour vous dire que moi en fait c'est pour ça que j'ai toujours préféré ce côté-là, déjà parce que c'était la création du monde, puis comme je vous l'ai dit précédemment, parce que j'ai toujours pensé qu'à la différence du Seigneur des Anneaux et de Bilbo, il y avait un souffle dans ces contes, il y avait un lyrisme qu'il n'y avait pas dans les deux autres. Alors bien sûr, je sais que plein de gens vont m'insulter encore en me disant quoi, c'est peut-être bon, chacun ses goûts. Hein. Donc revenons à nos moutons encore une fois, avec Turin et Hurin. Ce conte donc se passe au premier âge du monde. Un âge incommensurablement reculé par rapport au Seigneur des Anneaux. Mais malgré tout, dans le Seigneur des Anneaux, on y fait allusion. Par exemple, à Elrond, il en parle, à un moment donné, à Faucon, et il fait référence à ce temps immémorial. À un moment, je crois qu'il estime même que ça fait plus de 6000 ans que l'Odyssée de Turin a eu lieu. Donc on voit bien que Tolkien, même s'il voulait que ce soit indépendant, il voulait aussi que ça fasse partie intégrante de son monde et de son histoire. Il espérait que les lecteurs, au bout d'un moment, se familiariseraient suffisamment avec la matière tolkienienne pour arriver à avoir une chronologie eux-mêmes dans leur tête quand ils liraient ce conte ou les autres livres. Et ce qui est intéressant dans ce conte, c'est que comme ça se passe au premier âge, on a l'évocation des grandes puissances qui ont façonné le monde de la Terre du Milieu, telle qu'on la trouve ensuite dans le Seigneur des Anneaux. Parce qu'en réalité, dans le Seigneur des Anneaux, c'est écrit d'une telle manière que, par allusions successives, et justement par des fois du folklore, de certaines peuplades ou des allusions, on se rend compte qu'en fait,
il y a eu des centaines de milliers d'années qui se sont passées et que le poids de l'histoire est toujours là. Que Sauron l'a désincarné, que la quête de l'anneau, c'est l'ultime péripétie d'une aventure qui a commencé à une époque pour eux qui confine à la mythologie justement. Et ce qui est intéressant donc avec l'histoire de Turin, là, c'est que on a affaire à Morgoth. Et comme je vous l'avais dit dans le podcast sur le Silmarillion, ce que j'ai toujours apprécié moi avec les récits qui se passent dans le premier âge, c'est que justement on n'a pas affaire à Sauron, on a affaire au créateur de Sauron. Et ça aussi c'est une différence notable et importante je trouve dans ces deux récits, et qui m'ont toujours fait préférer l'âge ancien. C'est que pour moi Sauron il a jamais eu une image de méchant en réalité. Quand on lit Le Seigneur des Anneaux, déjà il est désincarné, c'est un œil sur une montagne. Franchement, alors je sais, c'est parce que moi j'avais lu d'abord le Silmarillion, mais comme je l'avais expliqué, Melkor, qui fait partie des Valar, qui est un des premiers Valar, qui à la base devait être le premier d'entre eux, en fait c'est l'image de Satan pour Tolkien, ce qui fait que il lui a donné les mêmes attributs, l'orgueil, la vanité, mais en même temps c'est un réel pouvoir, euh, une réelle malignité. Et d'ailleurs, c'est bien la malédiction de Morgoth sur Hurin qui va provoquer justement toute cette tragédie pendant des dizaines d'années. Et donc on voit bien que Tolkien aussi, parce que dans le Silmarillion, dans ce qui était au début pour lui les Contes perdus, et ensuite ce qui est devenu la Quenta Silmarillion, et ce qui était à un moment donné la Quenta Noldorinia, parce que avant de d'écrire la Quenta, Quenta pour lui ça veut dire histoire, hein. Histoire des Silmarilli, c'est Quenta Silmarillion, et Quenta Noldorinois, c'est l'histoire des Noldor. Donc à un moment donné, justement, entre l'élaboration des Contes perdus et de la Quenta Silmarillion, il y avait la Quenta Noldorinois. Et donc à chaque fois, la figure centrale, le fauteur de troubles, l'adversaire, c'est Morgoth. Et comme je vous l'avais expliqué, c'est lui qui crée les orques dès le début, en kidnappant les elfes dès leur réveil, et qui, en les torturant pendant un nombre incalculable d'années justement sous les montagnes, et il les pervertit, il les transforme en orques. C'est lui qui crée les Balrogs, et justement le plus puissant des Balrogs c'est Sauron. Alors bien sûr, à l'époque où c'était un Balrog, il en a fait de belles, mais pendant longtemps c'est lui l'adversaire, et à chaque fois il est tout seul avec les armées qu'il a créées, mais quand on doit l'affronter, ah bah on peut pas l'affronter tout seul, même si on est un Valar, même si on est Manwë, qui est le chef des Valar, qui réside à l'ouest. Donc à chaque fois, c'est soit tous les Valar euh, entre eux qui viennent l'affronter, soit, comme là dans le conte des enfants de Hurin, euh, une congrégation d'elfes et d'humains qui viennent à plusieurs milliers et qui n'y arrivent pas. Et, donc on voit bien que la puissance maléfique de Melkor n'a rien à voir, aucune commune mesure avec ce qui sera dans le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, la, la puissance de Sauron. Alors bien sûr, Sauron, on sait que c'est à cause de lui qu'il y a eu la chute de Numénor, c'est un vrai salopard, c'est un manigance, il a des manigances pendant des siècles lui aussi, il lâche pas, il a été à bonne école, mais il fait pas le figure devant son créateur, ce qui est normal. Donc, pour en revenir à notre conte, on voit que ce soit justement dans le conte en lui-même ou dans les comptes rendus ensuite que Christopher Tolkien, donc son fils, a révélé ensuite sur la création littéraire de son père, on voit que Tolkien avait travaillé particulièrement sur toute cette cosmogonie là et sur toute cette opposition qu'il y avait entre Melkor, et ensuite on n'avait plus le droit de l'appeler Melkor, on l'appelait Morgoth, parce qu'il était maudit quoi, et avec le reste du monde en fait, avec le reste de la création. Et donc, au moment où il y a cette fameuse bataille à laquelle participe Hurin, tu vois, putain, je me trompe tout le temps, c'est incroyable, je suis dyslexique. Et ben, il est incarné en fait, Morgoth. Mais du fait qu'il soit incarné, parce qu'en fait il avait connu
des éons avant, justement, au moment où Arda n'était pas encore créé. Il avait connu, on va dire, l'évanescence de la création dans le vide sidéral avec ses frères Valar. Mais justement, en l'incarnant, c'est la seule faiblesse que lui donne Tolkien en réalité. Puisqu'il a incarné, il connaît la peur. Et à mesure qu'il devient plus venimeux, en fait, il tirait de lui-même des créatures de plus en plus féroces, mais son pouvoir se dispersait de par cette création. Et c'est aussi ça que voulait montrer Tolkien, et en fait, c'est la faille qu'il a trouvée dans la création de son personnage. Alors, comme je vous l'avais dit, les Noldor poursuivaient Morgoth depuis qu'il avait volé les Silmarils, et à ce moment-là, il restait encore Fingolfin, qui était le grand roi des Noldor, et c'est lui qui avait chevauché jusqu'à Angband pour provoquer Morgoth en duel. Donc déjà, et c'est là où on voit aussi des fois le niveau de pouvoir, on comprend pas trop, parce que à ce moment-là, ça veut dire que Morgoth, il avait dû puiser sacrément justement dans sa puissance créatrice pour que un elfe tout Noldor qui soit, tout roi euh, Noldor qui soit, se dise qu'il puisse affronter seul à seul un Valar. Mais bon, apparemment, il le provoque en duel, ils se battent, et finalement, bien que il perde, il arrive quand même à planter son glaive dans la jambe de Morgoth qui restera blessé. Et ça, c'était juste avant la grande bataille où le père de Turin se fera faire prisonnier. Donc on voit que entre le moment là où l'histoire de Turin commence et le moment de la splendeur de Morgoth, en réalité, sa puissance a décliné, même s'il est encore présent, même s'il est encore le principal méchant du monde de Tolkien. En réalité, même si c'est le premier âge, et au moment où Tolkien écrit ce conte, il n'a pas encore écrit justement toute la cosmogonie, toute l'origine story, comme on dirait aujourd'hui, euh, des Valar et de Morgoth. On voit bien que pour lui, il était dans une période intermédiaire quand même. Alors je sais, c'est peut-être de l'analyse de bistrot, de comptoir ou de Tolkieniste du dimanche, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte que, au-delà de l'histoire de Turin, de Turin, euh, ce qui est intéressant dans ce conte, pour ceux qui ont lu le Silmarillion ou qui le liront plus tard, en fait, parce que c'est pas grave, c'est que on sent bien que Tolkien avait un plan depuis le début, même si en réalité il a été par des étapes qui n'étaient pas chronologiques. Et la figure de Morgoth, elle est centrale pour tous les âges anciens. Et encore une fois, je vous le redis, si vous avez la chance de ne jamais avoir lu du Tolkien, commencez par le Silmarillion. Commencez même pas par les contes là, commencez par le Silmarillion, commencez par la création de Arda, par la création des Valar, par les innombrables batailles qu'il y a eu avant d'arriver au niveau du conte là, de Hurin et même ensuite du Seigneur des Anneaux. Donc, si on lit ensuite la postface du fils de Tolkien, là, Christopher, et il explicite encore plus le cheminement de son père. Et il explique que, bien que ces histoires soient indépendantes, quoique reliées, elles se sont toujours détachées sur le fond, comme je vous le disais, de la longue histoire des Valar, des elfes, des hommes, en Valinor et dans les grandes terres et dans les terres du milieu. Et le moment donc où Tolkien père abandonne la rédaction des Contes perdus, et en fait il se détourne de la cosmogonie, comme je vous l'ai dit, pour faire la première ébauche du conte, mais en forme de lait, comme je vous l'ai dit, et ça lui prend des années et c'est des milliers de vers. Et à cause de ça, bah, il écrit rien d'autre en fait. Et c'est pour ça que pendant des années, en fait, on ne sait pas que Tolkien est un écrivain. Il continue, il continue, il continue, et en réalité, c'est que lorsque paraîtra après sa mort, le Seigneur des Anneaux, que son fils pourra remonter le cours de son travail et comprendre en réalité que euh, justement le Silmarillion au début ça n'existait pas, que au début c'était que les contes, qu'ensuite, comme je vous l'ai dit, il écrit une Quenta Noldornwinia, ensuite une esquisse de la mythologie, et tout ça c'est des titres qu'il a vraiment donnés, et qu'ensuite seulement il revient à nouveau au conte, il, il en change la structure, finalement il abandonne les laits écrits en prose,
Ensuite, en fait, comme il est pris par la rédaction de Bilbo et du Seigneur des Anneaux, il abandonne à nouveau. Donc en réalité, même pour lui, enfin, quand on lit au début du Silmarillion que le souhait de Tolkien père, c'était que son fils remette tout en ordre, bah en fait, bon, je me rendais compte qu'il y avait des dizaines de milliers de pages, mais en réalité, dans le Silmarillion, Christopher Tolkien, il n'explique pas vraiment comment il a fait. Il dit juste qu'il a pris tout ce qui restait, qu'il a appelé son pote Gabriel Kay, là, et qu'au bout de 4 ans, c'était fini. Alors que quand on lit les préfaces et les postfaces des contes, là, on se rend compte en fait de toutes les étapes et que c'était pas des dizaines de milliers de pages, ça a dû être des centaines de milliers de pages. Et qu'en réalité, on peut dire que son fils, il est co-créateur de l'œuvre du père, parce que s'il n'avait pas été là, alors bien sûr, on sait que le plan de Tolkien père, c'était vraiment de faire paraître le Silmarillion. Déjà, quand, je vous l'ai dit, hein, quand les Seigneurs des Anneaux est sorti, la première chose qu'il fait, c'est d'envoyer une ébauche du Silmarillion pour qui paraissent. Bon, ça a été refusé, on connaît l'histoire, mais en réalité, on se rend compte que ça l'a obsédé, en réalité, cette genèse. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une genèse. Alors, il l'a pris à rebours ensuite. Et même l'histoire de Turin, parce que quand donc le fils de Tolkien a fait paraître le Silmarillion, ensuite je vous dis, il a fait paraître les contes perdus, les contes inachevés, et donc ça veut dire qu'on voit l'évolution aussi de ce conte, parce que on a une toute petite partie bien sûr dans le Silmarillion, puisque le Silmarillion ça reprend tous les écrits. Si on lit les contes inachevés, on a aussi une version différente euh, des enfants de Hurin. Si on lit les contes perdus, on a aussi une autre version. À chaque fois, il y a des ellipses ou des choses qu'il n'y a pas dans une autre version. Donc c'est vrai que peut-être c'est redondant pour ceux qui ont déjà lu les contes perdus ou les contes inachevés. Mais en tout cas, la version définitive là, que son fils nous soumet, bah même là, dans la postface, il nous explique qu'il a dû reprendre justement les 3 versions précédentes, se rendre compte qu'il y avait justement des incohérences ou des ellipses qui se contredisaient. Et bien sûr, c'est pas un travail de réécriture qu'il a fait, mais il a essayé de rendre ça plus fluide et en retrouvant à chaque fois du nouveau matériel. C'est pour ça que, comme je vous le disais aussi lors du précédent podcast, même au niveau de la traduction pour nous en français, à chaque fois il a fallu retraduire le nouveau matériel que son fils soumettait aux éditeurs. Et en même temps qu'on redécouvrait aussi des guides que Tolkien avait laissés pour justement et les traducteurs et la chronologie et les façons d'interconnecter les textes. Donc en réalité, on se rend compte que c'est une œuvre infinie. Je me rends bien compte que là, je vous parle que de ce qu'il y a autour du texte, mais parce qu'en réalité, comme c'est un texte qui n'est pas très long, si je commence à vous expliquer, à vous parler vraiment du livre, je vais vous spolier toute l'histoire, en vous posant la base que c'est une histoire de malédiction à la grecque, quoi. Vous voyez un peu de quoi je parle. Et m'est avis que c'est aussi intéressant de comprendre la genèse de ce texte, qui nous est parvenu très tard, comme je vous l'ai dit, hein, à la différence de ces autres textes comme les plus connus, quoi. Et même du côté du Silmarillion, comme je vous ai dit, moi j'avais entre les mains le Silmarillion et tous les contes perdus, inachevés, tout ce qu'on veut. Et les enfants de Turin, de Hurin, euh, je me rappelle quand il était sorti, je l'avais vu à la Fnac ou à Gibert, quoi, et ça fait pas longtemps, quoi. Enfin, ça fait pas longtemps. On va dire, ouais, ça fait je vous dis 15-20 ans. Mais, et d'ailleurs, au début, je me suis dit, ils ont sorti un truc tout poussiéreux. À quoi ça sert de lire ça? C'est quoi cette histoire qui veut rien dire? Enfin bref. Des fois, comme je vous le dis, je suis un peu snob. J'ai toujours l'impression que c'est juste pour faire des coups éditoriaux. Alors c'est vrai, parfois c'est le cas. Mais force est de constater que les éditions bourgeois ou bourgois, comme on dit, euh, en fait, ils sont vraiment sérieux parce que c'est jamais anecdotique pardon, ou accessoire, hein, les ouvrages qui sortent en réalité. Ça nous éclaire toujours sur la grandeur de l'œuvre. Et par exemple, là, on a une version définitive du conte. Et pour avoir lu justement les contes perdus ou les contes inachevés, c'est vrai que cette version est meilleure. On peut rien dire. C'est un fait. Donc voilà, je vais pas plus vous embêter avec des histoires de postface et de préface et de cuisine littéraire, hein. En réalité, de toute façon, je vous le dis, là c'est sorti en poche, donc ça doit coûter
aux alentours de 8 € je crois, 9 ou quelque chose comme ça. Donc vous avez le compte complet, vous avez même des illustrations, et vous avez des arbres généalogiques comme d'habitude, vous avez une carte, pareil la carte il l'a reprise de la carte que son père avait dessinée, celle qu'on connaît tous. Il l'a juste centré un peu plus sur l'endroit, la région des terres du milieu où l'action se déroule. Et voilà quoi, donc j'espère que je vous ai donné envie de le lire. J'ai peut-être été un peu trop académique dans ce podcast, je sais pas. Dites-moi, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, le premier qui fait un commentaire ou le premier qui s'abonne, je lui envoie tous les livres qu'il veut. Ou la première d'ailleurs. Parce que par contre, ouais, je suis assez satisfait du fait que j'ai vu des statistiques pour la première fois. Là. Comme quand j'ai dépassé le 10e podcast, j'ai regardé un peu si il y a des gens qui m'écoutaient. Et bon, vous êtes très peu à m'écouter, je vous salue tous d'ailleurs. Mais une chose qui m'a fait plaisir, c'est que en fait, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui me suivent. Et légèrement plus de femmes d'ailleurs. Je crois qu'il y a 50% de femmes. Et 54%. Enfin, et je trouvais ça cool, parce que pendant longtemps, bon après bien sûr je parle pas que de littérature de l'imaginaire, et comme je vous l'ai dit, j'essaierai de balayer le plus de genres possible, bien que pour l'instant c'est vrai, j'ai beaucoup parlé de SFFF comme on dit. Mais à l'époque où moi j'ai commencé à lire justement ce genre, bah, c'était que des geeks et des nerds qui lisaient ça, hein. C'est comme pour les comics. Et une des choses qui ont été dans le bon sens, c'est que justement c'est toute une littérature qui s'est ouverte à la gente féminine, que ce soit du point de vue des lectrices ou du point de vue des autrices. Et j'en suis bien content. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Euh, Là c'est tout frais. Comme je vous l'ai dit, je l'ai lu là, dans les dernières 24 heures et je me suis dit, ah bah, pour une fois, au moins, ça sera un peu plus sérieux parce que c'était tout frais et que j'avais la préface et la postface sous les yeux. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pas tenu ma parole vraiment du dernier podcast, de vraiment travailler à l'avance, de faire un conducteur et tout ça, mais bon, là j'avais juste besoin du bouquin qui était devant moi. Mais je serai de plus en plus sérieux. Hein. À bientôt les mangeurs de livres. Et mangez du Tolkien, c'est vraiment bon. Oubliez les barrières, c'est pas grave. Seigneur des Anneaux, Silmarillion. Kiffez. Ciao.